L'idée a germé après l'obtention du prix Nobel par Daniel Shechtman, qui a été annoncé le 5 octobre, pour la découverte des quasi-cristaux. Donc prix Nobel de chimie, mais il y a une part de physique dans ce travail qui est importante. Alors Daniel Shechtman, il se trouve qu'il était à Paris il n'y a pas très longtemps, c'était le 10 février, donc il y a un peu plus d'un mois, et il a fait un séminaire à la Maison de la Chimie, et donc il a dit un certain nombre de choses. J'ai assisté à ce séminaire, et en fait j'avais déjà préparé ce topo, mais j'étais assez heureux de voir que il avait dit un certain nombre de choses que proches de ce que je vais vous dire. Et ça m'a rassuré sur certains points d'ailleurs, j'y viendrai tout à l'heure. Alors pourquoi ce prix Nobel ? Daniel Shechtman, c'est quelqu'un qui faisait de la microscopie électronique. Alors je vous ai mis une image de microscope électronique. Si vous voulez en voir dans la maison, vous avez qu'à aller voir dans l'équipe de Coliex. Et qui faisait de la métallurgie. Alors il faisait de la métallurgie, il s'intéressait à des alliages d'aluminium avec d'autres choses dedans, par exemple du manganèse, un autre métal, préparé par refroidissement très rapide. Alors j'ai mis ici un exemple de technique de refroidissement très rapide. Ça consiste à faire tomber du métal liquide sur un tambour qui tourne à très grande vitesse en cuivre, ce qui le refroidit brutalement, et ça permet d'observer des phases métalliques inusuelles, inhabituelles. Et puis donc Daniel Shechtman s'intéressait à ça. C'est le genre de travaux qui se faisaient, donc c'est dans les années 80, ou même un peu avant, et c'est tout à fait le genre de travaux qui se faisaient ici, par exemple. Et puis, qu'est-ce qu'il a vu ? Alors, qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu deux choses. D'abord, il a vu, quand vous faites de la microscopie électronique, c'est comme dans un microscope optique, vous voyez des images. Mais simplement, ces images, l'échelle est différente de la microscopie optique. Là, vous voyez que vous avez une échelle, vous avez 1000 angstroms. L'angstrom, c'est 10 moins 10 mètres, je ne sais pas dire ça. Enfin, ça veut dire que c'est 1000 angstroms, c'est un dixième de micron. Donc, ça permet d'observer des petits cristaux comme ça. Bon, quand on voit ça, a priori, il n'y a pas énormément de choses à en dire. Et puis, ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il a fait une expérience de diffraction. Alors, une expérience de diffraction, je vais essayer de vous faire comprendre un peu ce que c'est qu'une expérience de diffraction dans un instant. Mais il a eu une grande surprise quand il a fait cette expérience de diffraction. Il a vu des taches comme ça, hein, vous voyez, mais dans certains cas, suivant certaines orientations, il y avait une symétrie enfin, disons qu'on voyait 10 taches ou 5 taches autour du centre, ce qui est en principe quelque chose qui n'est pas compatible avec la cristallographie. Et d'ailleurs, au séminaire qu'il a fait à Paris, il a montré une photocopie de son cahier de manip où il avait marqué symétrie 10 ou 5, et puis avec un grand point d'interrogation et impossible en face. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une expérience de diffraction ? Alors, je vais vous conseiller de faire une expérience de diffraction ce soir en rentrant chez vous. Ce n'est pas une expérience très compliquée. Ça consiste à rentrer chez vous, à vous asseoir dans un fauteuil, à vous mettre près de la fenêtre. Si à votre fenêtre, vous avez un rideau un peu comme ça, un rideau de tulle à votre fenêtre, et puis à regarder à la tombée de la nuit une lampe à peu près ponctuelle, assez lointaine. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit des espèces de croix comme ça. Et si on surexpose un petit peu, on voit quelque chose comme ça.
Alors qu'est-ce qu'on voit là? On voit la diffraction par un objet qui est le rideau, hein, donc le rideau qui est à votre fenêtre. Et ce rideau, qu'est-ce que c'est? C'est un système de fils qui sont tissés dans un sens et dans un autre. Là, j'ai mis un début de tissage. Je crois que c'est plus épais que le tissu d'un rideau, mais c'est ce que j'ai trouvé sur le web. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette expérience de diffraction, elle vous renseigne sur la symétrie et l'organisation de ce rideau. Et en particulier, si vous avez un rideau fait de fils croisés à 90 degrés, vous retrouvez cette symétrie dans l'expérience de diffraction. Donc c'est un peu ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire que l'expérience de diffraction vous permet de voir la symétrie qu'il y a dans la structure que vous observez. En fait, dans ce cas-là, c'est un cristal, entre guillemets, qui est le rideau. Alors, qu'est-ce que j'entends par symétrie? Alors, voilà différents exemples de symétrie. Vous avez une symétrie dite d'ordre 2, par exemple, cet objet, ou ça peut être tout simplement un S. Hein. Ça veut dire que si vous faites un demi-tour, l'objet revient à peu près sur lui-même. Enfin, quand je dis à peu près, mathématiquement, c'est exactement. Sur mon dessin, ce n'est pas tout à fait vrai. Vous avez une symétrie d'ordre 3, par exemple un trèfle. Un trèfle, vous faites un tiers de tour, vous pouvez faire revenir l'objet sur lui-même. Symétrie d'ordre 4, quelque chose qui a un peu la symétrie d'un X. Hein. Vous faites un quart de tour, l'objet revient sur lui-même. Symétrie d'ordre 5, quelque chose qui aurait la symétrie qui ressemblerait à un pentagone, schématisé ici, ou d'ordre 6, cette espèce de fleur à 6 pétales, vous faites un sixième de tour, vous ramenez la fleur sur elle-même. Et puis, donc, on va parler de symétrie, on va parler de cristaux aussi. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cristal? Alors, cristal, vous avez tous vu des beaux cristaux, par exemple des cristaux de roche comme ça, comme celui-là, ou des petits cristaux de glace, de neige. Alors, la compréhension du cristal, ça remonte pas très longtemps. La première personne qui a commencé à comprendre ce que ça pouvait être qu'un cristal, c'est quelqu'un qui s'appelait René Juste Hauy, qui était abbé, mais qui s'occupait beaucoup de sciences, à l'époque de la Révolution, un peu avant la Révolution. Et ce dessin est la façon dont il imaginait un cristal. Vous voyez qu'en fait, il imaginait le cristal comme un ensemble de petites boîtes, un ensemble de petites boîtes dans lesquelles il y avait quelque chose. Il ne savait pas très bien ce qu'il y avait à l'époque. Alors maintenant, ça s'est un peu précisé, et on parle les petites boîtes, on appelle ça des mailles. Hein. Donc on a des boîtes dans lesquelles on met ce qu'on appelle un motif, et ce motif, c'est des atomes. C'est des atomes ou des molécules ou des assemblages d'atomes. Alors, ces boîtes, elles peuvent être organisées comment? Alors, elles sont organisées comme, par exemple, comme un jeu de cubes. Alors, je vais simplifier, je vais plutôt prendre une image à 2 dimensions. Donc, imaginez maintenant qu'on fabrique un cristal, mais sur une surface plane plutôt que dans l'espace. C'est simplement une simplification. Ça existe dans certains cas. Alors, par exemple, clairement, vous pouvez organiser des boîtes comme des triangles. Là, on fait ce qu'on appelle un pavage de triangle, ou un pavage de carré, ou un pavage d'hexagone. Ça marche très bien dans ces cas-là. Vous voyez, ces cristaux, dans les 3 cas que j'ai présentés, là, il y aura une symétrie qui sera celle du triangle, que j'ai appelé tout à l'heure d'ordre 3. Hein. Ici, une symétrie qui est celle du carré, qu'on peut appeler d'ordre 4. Ici, une symétrie qui sera celle de l'hexagone, qu'on peut appeler d'ordre 6. Si vous faites un sixième de tour, vous ramenez l'hexagone sur lui-même. Mais il y a quelque chose qui n'apparaît pas du tout là, c'est des pentagones.
Alors il y a un problème avec les pentagones. Alors il y a un problème avec des pentagones, on va y venir dans un instant. Simplement, je voudrais avant ça vous montrer que quand on a un cristal, alors ça c'est une image faite par AFM d'un cristal hexagonal. Ça ressemble un peu, les gens qui connaissent les fluorènes, ça ressemble un petit peu à ça aussi. Et puis ici, vous avez l'image de diffraction. Je pense que c'est une image qui a été faite par rayons X à Soleil. L'image de diffraction de ça, c'est ça. Et ce qui est important dans ce que je vais être amené à dire, c'est que la symétrie que vous avez là, qui est donc des hexagones, bon, théoriquement, ils doivent être à peu près parfaits. Il y a quelques distorsions sur l'image. Mais la symétrie de ces hexagones, vous la retrouvez aussi dans l'image de diffraction. Vous voyez que vous avez plein d'hexagones ici, on pourrait en trouver d'autres d'ailleurs. Vous avez symétrie de la diffraction et symétrie de l'objet sont deux choses qui sont intimement liées. Alors je reviens à mon problème de pentagone. Imaginez que vous avez envie de carreler votre salle de bain, et puis vous allez acheter des carreaux. Vous prenez des carreaux carrés en général, hein, éventuellement hexagonaux. Et puis, si vous n'êtes pas trop mauvais, vous arrivez à peu près à les mettre sur le carrelage. Et puis si vous trouvez dans le commerce des carreaux pentagonaux, ce qui est difficile, si vous essayez de faire votre carrelage, vous allez vous apercevoir que vous avez des tas de problèmes. Alors pourquoi vous avez des problèmes? Vous avez des problèmes tout bêtement parce que l'angle qui est ici au sommet d'un pentagone, quand vous mettez un certain nombre de pentagones ensemble, 3 en l'occurrence, vous voyez qu'il y a un petit espace ici que vous ne pouvez pas remplir, vous ne pouvez pas couvrir. Donc ça veut dire que d'un certain point de vue, vous ne pouvez pas couvrir l'espace avec des pentagones. Et en fait, c'est ça le fond du problème, c'est ça qui fait qu'en cristallographie, on ne peut pas avoir de symétrie d'ordre 5, c'est ça qui fait que les gens ont eu des tas de doutes sur les quasi-cristaux, etc. Donc c'est un problème finalement relativement simple. Alors c'est vrai aussi à 3 dimensions, non pas avec des pentagones, mais avec ce qu'on appelle un icosaèdre. L'icosaèdre, c'est cette figure, ce polyèdre, qui est représenté là, une représentation relativement moderne. Là, il y a une représentation qui est plus ancienne. Alors, je dois avouer que je l'ai piquée sur le web, mais à la réflexion, je pense qu'elle était sur le web, mais piquée dans une couverture d'un des bouquins que j'ai fait avec Rémi Mosseri. Donc, et tout ça a été piqué évidemment à Léonard de Vinci. Alors, une autre représentation d'un icosaèdre qui est assez amusante, vous pouvez essayer de vous amuser à construire ça chez vous, avec des cartes de visite. Vous avez des cartes de visite ici, vous les fendez, et puis vous les emboîtez ensemble, et vous pouvez construire comme ça quelque chose qui ressemble à un icosaèdre. Alors pourquoi l'icosaèdre, vous ne pouvez pas non plus l'assembler dans l'espace? Une façon de le voir qui n'est pas tout à fait la même chose que l'icosaèdre, mais c'est d'imaginer qu'on part de tétraèdres, ce qu'on appelle des tétraèdres réguliers, c'est-à-dire c'est une pyramide à base triangulaire. Vous partez de tétraèdres qui sont représentés ici, puis vous essayez de les assembler les uns avec les autres, et vous avez le même problème qu'avec les pentagones. Vous voyez qu'ici aussi, vous avez un petit espace qui ne se remplit pas. Et puis si vous continuez dans l'espace, vous arrivez à quelque chose comme ça, qui ressemble beaucoup à un icosaèdre, mais vous avez des petits espaces qui ne se remplissent pas. Et ça, c'est aussi le mécanisme qui fait qu'on ne peut pas avoir de symétrie 5 ou 10 en cristallographie. Alors maintenant, si on regarde des quasi-cristaux, alors ça, c'est une image de diffraction par un quasi-cristal qui est de l'aluminium avec du fer et du cuivre à l'intérieur, rajouté. Et vous avez une belle diffraction. C'est un peu plus récent que les travaux de Sheshman, mais vous avez une belle diffraction avec une symétrie. Si vous comptez le nombre de taches ici, on va les compter. Hein. Vous partez de celle-là, par exemple. Donc 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce qui est assez amusant, c'est que Sheshman nous a raconté dans son séminaire qu'il avait recompté plusieurs fois parce qu'il n'y croyait pas. Et donc, symétrie 5 ou symétrie 10. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais symétrie 5 et symétrie 10, pour nous, c'est pratiquement la même chose. Alors voilà aussi des exemples de quasi-cristaux. Or là, je n'ai pas l'échelle, mais je pense que c'est de l'ordre du micron. Vous voyez qu'il y a des belles organisations par 5, hein, des facettes. Donc c'est une espèce de cristal, mais vous avez des organisations par 5. Vous avez un autre ici où là l'échelle est beaucoup plus grand. Hein, c'est presque 1 centimètre la taille. Et vous voyez que vous avez un superbe cristal avec des facettes pentagonales. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu comment finalement en art, les gens se sont aussi posé ces questions. Et on va commencer par des figures qui viennent des chairs. À propos de la caméra, ces figures des chairs, ils sont extrêmement protégés, donc il faut faire attention que ça ne soit pas trop diffusé dans le public, parce que je n'ai pas le copyright sur le truc. Donc voilà des figures des chairs, c'est des cristaux, et on peut définir, je parlais tout à l'heure des boîtes, hein, ce que j'ai appelé des mailles, des boîtes dans lesquelles on reproduit tout le temps la même chose, un motif qu'on reproduit tout le temps le même. Alors vous voyez par exemple ici, j'ai dessiné ces boîtes. Là, dans ce cas-là, c'est des carrés qui sont soulignés ici en rosé. Hein. Donc si vous mettez ce qui est à l'intérieur de ce carré, et puis vous remettez la même chose ici, vous remettez la même chose ici, vous remettez la même chose ici. Vous faites une espèce de papier peint répétitif, qui est, du point de vue théorique, un cristal. Bon, voilà d'autres exemples. Hein. Un autre avec des carrés, un peu plus sophistiqués, avec des couleurs un peu plus compliquées. Ici, ce n'est pas des carrés, c'est plutôt ça serait des triangles. Mais vous pouvez comme ça, donc Escher est un graveur, un peintre du siècle dernier, qui a fait beaucoup de travaux dans ce sens-là. D'ailleurs, je vais faire un petit clin d'œil au fondateur des petits séminaires, qui était Philippe Aymar, qui avait fait un séminaire il y a 1993, vous voyez, donc ce n'est pas tout à fait récent, à propos des travaux d'Escher. Alors vous trouvez ça aussi dans l'art islamique. Vous savez qu'en art islamique, ce n'est pas de bon ton de représenter la personne humaine. Donc les artistes de cette époque et dans ces pays musulmans ont développé pas mal de dessins géométriques. Et là, voilà deux exemples, je vais vous en montrer d'autres, où on voit beaucoup de pentagones. On voit beaucoup de pentagones, vous voyez par exemple ici des pentagones. Alors la question qui se pose, c'est de savoir si c'est périodique ou si ça ne l'est pas. Et ce n'est pas une question triviale. Là, c'est clairement périodique. Ici, c'est moins évident. Puis ce n'est pas facile à voir, d'autant plus que la taille ne permet pas d'aller très, très loin, donc ce n'est pas toujours évident de savoir. On voit là d'autres exemples. Donc les deux premiers étaient, il y en avait un en Turquie et l'autre en Ouzbékistan, je crois. Ça, c'est plutôt en Espagne. Hein. On trouve aussi ce genre de choses en Espagne. Vous voyez, bon là, il y a assez peu de pentagones, mais vous avez à nouveau ces techniques de répétition.
Ça, c'est en Iran, c'est assez joli. Alors la question, bah, est-ce que c'est périodique ou est-ce que ça ne l'est pas? Alors c'est souvent périodique, et souvent périodique un peu construit sur ce principe. Vous voyez ici, c'est quelque chose qui ressemble à un hexagone un peu allongé, et croisé avec d'autres hexagones. Et ce qu'on va regarder, c'est plutôt ces pentagones que vous avez ici. Oui, ici, vous avez des pentagones avec cinq côtés, trois blancs et 2 noirs, par exemple. Alors ces pentagones, ils ne sont pas tout à fait réguliers. Ils ne sont pas tout à fait réguliers parce que vous voyez qu'ici, ils se coupent ici avec des angles de 90 degrés. Le blanc et le noir se coupent à 90 degrés. Et puis on a 4 pentagones ici, côte à côte. Alors qu'ici, c'est plutôt avec des angles de 120 degrés. Donc ce n'est pas l'angle qui empêchait de paver que j'avais tout à l'heure. Et ça construit des structures périodiques. Incidemment, cette structure, on retrouve ce genre de structure dans des métaux et dans un métal dont on parle souvent, qui est l'uranium. Alors, c'est une question ancienne, ça. Les gens se sont posé cette question. On a vu que les artistes de l'art islamique s'étaient posé cette question, mais il y a aussi des artistes comme Albrecht Dürer qui s'est posé cette question au XVe ou XVIe siècle. Kepler s'est posé la même question au XVIIe siècle. Et ils sont arrivés à des organisations de pentagones qui sont représentés ici, hein, qui sont en fait, c'est toujours difficile à dire, mais qui sont, d'un certain point de vue, des prémices de quasi-cristaux. Voilà la tête d'Albrecht Dürer. J'ai mis ça parce que j'ai trouvé qu'il y avait une citation de lui qui s'adaptait bien à notre métier. Et sans l'art de la mesure, aucun ne peut devenir un véritable artisan. Artisan, c'est au sens beaucoup plus général qu'actuellement. Ça inclut les artistes. Alors, il y a donc un certain nombre de faits établis. J'ai écrit ici deux faits établis qui ont le statut de théorème. Hein, c'est démontré strictement au sens mathématique. Donc le premier, c'est que si on répète régulièrement un motif, donc c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la périodicité, alors il est impossible d'avoir une symétrie pentagonale ou décagonale. Hein, c'est l'histoire du pavage avec des pentagones. Deuxième théorème, la périodicité entraîne la présence de tâches ponctuelles pour la diffraction, hein, ce qu'on appelle des tâches de Bragg. Dans la maison, il y a beaucoup de gens qui font des rayons X et qui regardent des tâches de Bragg toute la journée. Et ben, la périodicité entraîne la présence de tâches de Bragg. Or, là, de ces deux théorèmes, il y a une conclusion qui se déduit de manière un peu hâtive, on va voir pourquoi. Il ne peut y avoir de symétrie pentagonale ou décagonale dans les diagrammes de diffraction formés de tâches de Bragg. Et alors, c'est ce que croyaient beaucoup de gens. Hein, et pourtant, il y en a. Hein. C'est ce que finalement a vu Shechtman, c'est qu'il a vu qu'il y en avait. Alors, quelle a été la réaction du milieu, j'ai mis traditionnaliste, mais c'est peut-être même plus large. La réaction, ça a été que Shechtman, il violait les lois de la cristallographie. Et quand vous violez les lois, à l'époque de Dürer ou même peut-être de Kepler, on risquait de se faire brûler. Maintenant, c'est moins probable. Mais il y a quand même des retombées. Alors, par exemple, Shechtman, il y a un jour son supérieur qui lui a dit qu'il ne faisait plus partie de l'équipe. On vous coupe les crédits. Et puis il y a quelqu'un qui était à l'époque, qui est toujours très connu, mais qui est maintenant décédé, c'est Linus Pauling, qui a été double prix Nobel, une fois prix Nobel de chimie et une fois prix Nobel de la paix, qu'on considérait un peu comme le pape de la chimie.
Et Pauling a eu une phrase que je trouve assez extraordinaire, et en un mot méchante. C'est cette phrase « There is no such thing as quasi-crystals, only quasi-scientists ». Il n'y a rien comme il n'y a pas de truc comme les quasi-cristaux, il y a que des quasi-scientistes. Alors, ma remarque au début, j'avais préparé ça et j'avais écrit cette phrase et j'étais un peu embêté parce que d'abord, je voulais être sûr que Pauling avait vraiment dit ça. En fait, il a fait plus que de le dire, il l'a écrit. Et il l'a écrit dans un rapport à propos de Shechtman. Et Shechtman l'a confirmé lors de sa conférence l'autre jour. Donc, c'est bien, c'est une phrase bien établie. Alors, il se trouve qu'heureusement, il y a quand même quelques esprits un peu libres qui ont été convaincus par le travail de Shechtman, en particulier son collègue Blech en Israël, et puis un métallurgiste qui s'appelle John Kahn, et qui à l'époque, il y avait Denis Gracias, un chercheur français que vous connaissez, certains d'entre vous connaissent certainement, qui travaillait aussi, qui était en postdoc chez John Kahn. Et Shechtman était aussi en postdoc chez John Kahn à cette époque. Et bon, ils ont bien étudié le problème, ils se sont bien convaincus qu'il n'y avait pas d'artefact, qui n'était pas évident a priori, et ils ont essayé de faire passer ça dans la communauté, et je crois qu'on leur doit beaucoup. Et alors finalement, qu'est-ce qui se passe ? Finalement, il y a un article qui sort après un long combat, et qui sort dans un journal de physique assez prestigieux qu'on appelle Physical Review Letters. Et cet article sort avec les figures que je vous ai montrées tout à l'heure, les explications sur la symétrie. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Une petite remarque en passant, c'est actuellement un des articles de PhysRev Letters le plus cité au monde. Alors cet article est passé très vite, a été accepté très vite à PhysRev Letters, mais avant, il avait été soumis à des revues moins prestigieuses et s'était fait jeter méchamment. Alors ça déclenche toute une effervescence dans la presse. Alors là, j'ai repris un certain nombre de titres qui étaient dans la presse anglo-saxonne, mais j'ai le souvenir, je n'ai pas retrouvé, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, mais j'ai le souvenir qu'il y avait aussi des articles en première page du Monde sur la question. Alors par exemple, vers la symétrie d'ordre 5, ici, une douche froide sur la symétrie icosaédrique. En français, on dit icosaédrique et pas icosaédrale. Des cristaux bizarres, puzzling, j'arrive plus à le traduire, bizarres, plongent les scientifiques dans l'incertitude. Ici, il y a un article, alors vous ne le voyez probablement pas, mais il y a un nom qui apparaît ici, deux noms, qui sont Levin et Steinhardt. Alors, Levin et Steinhardt, ce sont des théoriciens américains qui ont aussi travaillé sur les problèmes de symétrie et qui ont aussi bien fait avancer la question de la compréhension de la symétrie d'ordre 5, un peu en parallèle et un peu en concurrence avec Denis Gracias, par exemple. Donc une effervescence dans la grande presse, un nombre d'articles dans les journaux scientifiques qui croient exponentiellement, etc. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y avait déjà dans l'air des idées bien avant les travaux de Shechtman. Alors, par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelle Roger Penrose, qui est un mathématicien et physicien anglais, qui n'est pas du tout spécialiste de cristallographie,
mais qui s'occupe plutôt de cosmologie, qui a eu un prix, par exemple, avec Stephen Hawking. C'est quelqu'un de très intéressant, d'ailleurs. Et ce physicien s'était intéressé à des problèmes de pavage. Alors ici, il est photographié beaucoup plus récemment, en 2010. Il est photographié dans le hall d'une université américaine qui est pavé avec un pavage qui a été fait en suivant le schéma qu'il avait développé. Donc c'est des pavages beaucoup plus compliqués que de paver avec des carreaux classiques. Alors, voilà par exemple un pavage original de Penrose. Alors, comment on obtient ça? Bah, c'est obtenu avec des pavés qui sont représentés ici. Il y a deux sortes de pavés. Il y a un pavé, celui-là par exemple, qui ressemble un peu à un cerf-volant. On les appellera, je les appellerai cerf-volant ou kite, comme en utilisant le vocabulaire anglais, hein, comme le kitesurf, le cerf-volant. Et puis ici, il y a des pavés qui ressemblent plutôt à des flèches ou des fléchettes. Hein. On parle de flèches ou de fléchettes, ou en anglais dart. Alors ces pavés, les voilà à plus grande échelle, décorés avec un certain nombre de figures, hein, pentagones, étoiles, etc. Et puis il y a des subtilités sur la façon de les assembler. Je pourrais les assembler comme ça. Ces deux pavés, le cerf-volant et puis la flèche, ensemble, ça fait une espèce de losange. Et puis, une fois que je les ai assemblés comme ça, j'empile ces losanges et je fabrique un cristal, sans aucun problème. Donc, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire un cristal. Donc, on est obligé de se donner des règles sur la façon de les assembler. Alors, par exemple, ici, ces règles, c'est lié aux couleurs, à la façon dont on a mis des blancs ici qui vont se superposer avec une ligne de couleur ici, qui impose des règles sur la façon d'assembler ces pavés. Et on construit comme ça ces pavages dits de Penrose. Alors Penrose, c'est intéressant du point de vue historique. Penrose s'est amusé à faire ce dessin, bon, qui artistiquement vaut ce qu'il vaut, mais qui est un pavage par des espèces de petits poussins, et en fait, mais qui est quasi-périodique. Et en fait, il s'est inspiré de dessins d'Escher qui étaient, eux, périodiques, où il y avait des pavages avec des oiseaux, voilà par exemple un bout. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que Roger Penrose était le fils d'un biologiste, un spécialiste du cerveau anglais, qui s'appelle Lionel Penrose, qui a pas mal travaillé sur les problèmes de distorsion d'image. Et Lionel Penrose était un ami d'Escher, du peintre Escher. Et ce qu'on raconte, c'est que Roger Penrose, petit, était sur les genoux d'Escher. Donc il y a des transmissions étonnantes. Alors, Penrose n'a pas du tout parlé de diffraction. Ce n'était pas un cristallographe, donc il ne s'est peut-être pas beaucoup intéressé au problème de diffraction. Mais il se trouve qu'à l'époque, avec Rémi Mossery, avec qui je travaillais, on travaillait, nous, sur des systèmes désordonnés, mais où localement, il y avait ces symétries cosaédriques. Donc, ça nous intéressait de voir un peu quelle serait la diffraction par ce genre d'objet. Et on s'était amusé à faire quelque chose de très simple. On avait pris avec une photocopieuse des pavages de Penrose, et puis on en avait fait un très grand, qu'on avait fait photographier ici. On en avait fait une toute petite diapo, et puis on avait mis ça devant un faisceau laser pour regarder comment ça diffractait. Et on avait vu ça. Et vous voyez qu'on voit des taches, hein, elles sont plus ou moins propres, hein. C'était vraiment du bricolage. Hein. On voit des taches plus ou moins propres, mais on voit des pentagones, etc. Donc voilà une expérience de diffraction. Il y avait quelqu'un d'autre qui a fait ça à peu près à la même époque que nous, c'est Alan Mackay, que certains d'entre vous connaissent peut-être aussi.
Et puis, bon, pour la petite histoire, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est de savoir que cette image de diffraction, on avait parlé, Rémi Mosseri avait été dans un congrès à Cambridge et avait présenté ça. Et puis, bon, bah, il avait expliqué comment on avait construit ça, etc. Expliqué un peu ce que c'était que les pavages de Penrose, parce qu'à l'époque, ce n'était pas forcément très connu. Et il se trouve que dans la salle, il y avait quelqu'un qui s'appelle Jim Phillips, qui est un chimiste assez connu et assez proche de l'école de Pauling, et qui, à la fin de la conférence de Rémi Mosseri, avait dit « Ah bah, c'est très joli vos trucs, mais il y a bien une chose de sûre, c'est qu'on ne verra jamais ça dans la nature. » Et puis, bah, 2 ans après, enfin 2 ans après, Sheshman avait déjà dû commencer à voir ces trucs à cette époque-là, mais ce n'était pas publié. Alors, on peut essayer de se convaincre que ce n'est pas des cristaux. Il y a différentes techniques, et en particulier, il y a une méthode qu'on appelle la méthode de déflation ou inflation, et homothétie, on parle aussi de self-similarité. En quoi ça consiste? Ça consiste à prendre justement ces pièces de Penrose, la flèche et le cerf-volant, et puis on fait un petit bout, on fait un petit bout de pavage. Bon, là, on a choisi un, mais ça peut être n'importe quoi, n'importe lequel. Et puis, ce petit bout, on va le transformer en découpant les pièces. Donc voilà la flèche, je la découpe en un cerf-volant plus petit, qui est en rose ici, et puis deux petites pointes ici. Alors ces 2 petites pointes, ça va être des moitiés de flèches. Alors ça se voit là, hein, vous voyez que vous prenez la flèche bleue qui est là, donc on la retrouve ici. Et puis vous voyez que les petites pointes ici, elles s'arrangent avec la petite pointe de celle d'à côté pour refaire une flèche qui apparaît ici en jaune. Donc on fabrique cet objet en faisant du découpage. On fait la même chose pour les cerfs-volants. On les coupe en deux cerfs-volants et puis 2 petites pointes de flèche. 2 petites pointes de flèche ici, vous les retrouvez là, et 2 pointes de flèche ensemble pour faire une flèche ici. Et puis, on regonfle ça. On regonfle pour que les pièces, par exemple ce cerf-volant-là, retrouvent la même taille que ceux qui apparaissent ici. Donc on obtient cette figure-là. Et puis on recommence. On recommence, les cerfs-volants qu'il y a là, on les découpe en 2 cerfs-volants et puis 2 bouts de flèches, et puis les flèches, un cerf-volant et 2 bouts de flèches, et puis on recommence. Et puis on arrive à cette figure. Et puis on continue, et on peut faire ça infiniment. Et vous voyez que si vous faites ça infiniment, vous allez couvrir toute la surface avec des pièces comme ça. Et puis on les compte. On les compte. Alors voilà, je reprends le découpage qui était sur la figure d'avant. Vous voyez que là, quand vous prenez un cerf-volant, donc c'est K pour kite, vous voyez que ça fait 2 K plus 2 moitiés d'arc, donc ça compte pour une flèche. Hein. Et puis là, vous avez une flèche ici, ça fait un cerf-volant, et puis 2 moitiés de flèches qui comptent pour une flèche. Et puis on répète ça, et puis on compte le nombre de K et le nombre de D. Et puis on trouve au départ 1 et puis 0, puis après ça fait 2 et 1, 5 et 3, etc. Bon, il faut regarder un peu ce qui se passe pour comprendre l'évolution de ces nombres. Mais quand on regarde un peu près, on s'aperçoit que ces nombres, ils ont une propriété qui est assez intéressante. C'est ce qu'on appelle des nombres de Fibonacci. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'un nombre de Fibonacci? Des nombres de Fibonacci, c'est des suites de nombres, comme celle-là, où quand vous prenez un nombre ici, par exemple, je prends 2, il est égal à la somme des 2 qui sont avant lui.
Un 2, c'est 1 plus 1. Prenez celui-là, 13. 13, c'est 8 plus 5. 5, c'est 3 plus 2. Donc vous construisez comme ça une suite de nombres infinis qui sont toujours tels que un nombre donné, il est égal à la somme des deux qui sont juste avant lui. C'est ce qui est schématisé ici. Et puis maintenant, si on regarde les rapports entre ces nombres, on compte le nombre de flèches et on compte le nombre de pointes. Et ben, les rapports entre ces nombres, donc le rapport K sur D, tend vers c'est des rapports entre ces nombres-là, mais quand on fait un très très grand nombre de fois, un nombre infini de fois en fait, ça tend vers un nombre qui est assez surprenant, qui est très connu, qui est 1 plus racine de 5 sur 2, et qui est ce qu'on appelle le nombre d'or. C'est un nombre qui a fasciné des tas de gens pour des différentes raisons. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce nombre est un nombre irrationnel. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est un nombre irrationnel? Ça veut dire que ce n'est pas une fraction. Ce n'est pas un nombre qui s'écrit comme une fraction. Et ça, à partir du moment où ça ne s'écrit pas comme une fraction, ça veut dire que vous ne pourrez jamais trouver une boîte dans laquelle vous mettez un nombre donné de K et un nombre donné de D, et puis que vous reproduisez après cette boîte. Parce que si vous faisiez ça, vous auriez un rapport entre le nombre de K et le nombre de D, qui serait le nombre de K que vous avez mis dans la boîte et le nombre de D que vous avez mis dans la boîte, qui seraient nécessairement des nombres entiers. Donc vous aurez des rapports de nombres entiers. Donc ça serait une vraie fraction. Donc ça ne peut pas être une vraie fraction. Donc c'est une façon de montrer que c'est nécessairement non périodique. Alors pour revenir sur le nombre d'or, vous savez que on a parlé beaucoup du nombre d'or dans les rapports en architecture, en particulier dans l'architecture grecque. Bon, une façon de voir qu'est-ce que c'est que le nombre d'or, c'est tout simplement la diagonale. Si vous prenez un pentagone dont le côté est égal à 1, la longueur de la diagonale ici est égale au nombre d'or. C'est une façon de l'introduire qui ne pose pas de problème plus ou moins bizarre comme on le voit quelquefois avec le nombre d'or. Alors, tout à l'heure, j'étais remonté à l'époque de Dürer. Je vais descendre encore un peu dans le temps, ou remonter plutôt. En 1202, il y a un mathématicien italien qui s'appelle Leonardo Fibonacci qui s'est intéressé à un problème un peu amusant, qui est un peu le problème de la reproduction des petits lapins. Alors, son problème, c'est de se donner un couple de petits lapins, et puis ces petits lapins ils grandissent, et puis des petits lapins qui ont grandi, tous les mois, vont faire un couple de petits lapins. Alors, c'est de suivre le nombre de lapins qu'on a au bout d'un certain temps. Donc, point de départ, on part d'un couple de petits lapins, et puis on attend un mois, et puis un mois après, les deux petits lapins sont devenus des grands lapins. Et puis on attend encore un mois, les grands lapins qu'on a là, ils sont toujours là. On ne meurt pas dans ce problème, c'est parfait. Les grands lapins sont toujours là, et puis ils ont fait un couple de petits lapins. Et puis on attend encore un mois, les grands lapins ils sont toujours là, mais ils ont refait un couple de petits lapins, puis les petits lapins qui étaient là, ils sont devenus grands. Et puis on attend encore un mois, les grands lapins qui sont là sont toujours là, ils refont un couple de petits lapins, les petits qui étaient là sont devenus grands, et puis les grands qui étaient là, ils sont toujours là, mais on refait un couple de petits lapins. Et puis on compte tout ça. Alors voilà, ce qu'on observe. Alors ici, c'est C pour couple de lapins adultes, donc qui ont plus d'un mois, disons. Et puis P, c'est couple de petits lapins. Et puis on compte combien on en a à tous les mois. Et on retrouve les mêmes nombres que tout à l'heure.
Et on retrouve ces nombres qui s'appellent nombres de Fibonacci, pas par hasard, hein, à cause de Fibonacci, qui était un mathématicien un peu spécial, parce que je crois qu'il s'est intéressé aux mathématiques, surtout comme commerçant, et qu'il devait faire pas mal, pour l'époque, de ce qu'on appellerait maintenant des maths financières. Puis il a trempé, je crois, dans des histoires un peu sordides. Je crois qu'il y a eu des histoires de meurtre. Enfin, c'est pas, à l'époque, les mathématiciens, c'est pas forcément comme on l'imagine toujours. Alors j'ai dessiné ici un lapin qui, je crois, est un lièvre, mais enfin, j'ai mis la représentation. Alors, bon, là, je vais rentrer dans des choses peut-être un petit peu plus compliquées. Je vais vous montrer qu'on peut reconstruire cet ensemble de paires de petits lapins et de grands lapins d'une autre façon, qui en fait revient à construire quelque chose qui est sur cette droite, qui est un ensemble de points qui sont les points qui sont en rouge, qui est une espèce de quasi-cristal à une dimension. Tout à l'heure, j'ai parlé de quasi-cristaux à 2 dimensions, par exemple les figures de Penrose. À 3 dimensions, je ne vous en ai pas montré, mais ce qu'a observé Sheshman, c'était à 3 dimensions. Et là, on va le simplifier encore, on va le faire à 1 dimension, hein, donc sur une droite. Donc sur une droite, ça veut dire qu'on place des points ici qui sont séparés par des segments qui vont être soit des segments longs, soit des segments courts. Et alors, comment on construit ça? Ben, on part d'un pavage de carrés ici, donc on s'intéresse au sommet de ce pavage de carrés qui sont représentés par des points qui sont ici en bleu. Et puis ici, on a tracé une droite. Alors cette droite, elle est très particulière. Elle a ce qu'on appelle une pente irrationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a une pente irrationnelle? Ça veut dire que si elle passe par ce point, elle ne passera par aucun des autres points. Donc il faut se débrouiller pour bien la faire se faufiler entre tous ces points bleus pour qu'elle n'en touche aucun. Et puis on définit comme ça une espèce de chaîne, c'est-à-dire qu'on crée une espèce de bande ici, on donne une largeur ici pour choisir parmi tous les points bleus les points qui sont finalement les plus près possibles de cette droite. Et on construit comme ça cette chaîne. Vous voyez que cette chaîne, elle a des côtés qui sont verticaux, puis des côtés qui sont horizontaux. Si maintenant vous les envoyez, vous aplatissez ça sur la droite ici, vous voyez que les côtés qui sont horizontaux, ça fait des grands côtés. Les côtés qui sont verticaux, ici, ça fait des petits côtés. Et puis on regarde la séquence petit côté, grand côté, petit côté, grand côté. Et aux surprises, c'est exactement la même séquence que la séquence de petits lapins et grands lapins. Alors je dis aux surprises, ce n'est pas vraiment une surprise, mais enfin, quand on a bien compris le problème. Donc on construit comme ça ce cristal à une dimension. Et alors ça va me permettre de faire quelque chose qui va être de comprendre la diffraction par un quasi-cristal. Ça va me permettre de comprendre la diffraction par un quasi-cristal. Je pars de mon ensemble de points partis de manière carrée ici. Et puis, donc ça c'est mon objet si vous voulez. Et puis je regarde la diffraction. Ben, la diffraction, ça a la même figure. Et donc on observerait une diffraction qui ressemblerait à ça. C'est-à-dire que si vous mettez ça devant un faisceau laser, vous verrez quelque chose comme ça. Si vous avez ça plaqué sur votre fenêtre et puis que vous regardez une lampe très loin derrière, vous verrez ça, etc. Mais ce qu'on fait en fait, c'est qu'on ne prend pas tous les points bleus. On n'en prend que quelques-uns, ceux qui sont dans cette bande ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça veut dire que vous sélectionnez un certain nombre de ces points ici, et qu'est-ce qui va se passer sur la diffraction? Ben, ce qui va se passer sur la diffraction, c'est un peu quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qui va se passer si vous regardez une lumière très loin et que vous fermez doucement les paupières.
Si vous fermez doucement les paupières, votre lumière très loin, ça va plus être un point, ça va être une petite tige. Donc si vous regardez la diffraction que j'avais sur la figure précédente et puis que vous fermez les paupières comme ça, là, vous allez voir quelque chose comme ça. Et puis, une fois qu'on a dit ça, il reste un petit truc, c'est que, en fait, ce n'est pas exactement ça que je veux regarder, mais il faut mettre ces points, les envoyer c'est les points rouges que j'avais tout à l'heure, les envoyer sur le bord ici. Et ça, bon, là, il y a un peu de maths derrière ça, je passe dessus. Mais ça veut dire que ça revient tout simplement, je remonte cette figure-là, dans cette figure, à prendre une droite parallèle à celle-là, et puis à regarder comment on a les intensités qui apparaissent en coupant les petites tiges ici. Donc ce qu'on va prendre, c'est la lumière le long de cette droite-là. Je me trompe de sens. Donc voilà, bon, schématisé. Ça, c'est les petites tiges quand vous clignez des yeux, hein, qui sont représentées ici. Et puis ce qu'on voit, donc, c'est qu'on coupe par une droite ici. Alors vous voyez que si vous avez une tige ici qui est assez proche de la droite, eh ben, vous allez la couper à un endroit où elle est assez intense. Donc vous allez avoir une tache que j'ai représentée grosse. Ça ne veut pas dire qu'elle est grosse, mais ça veut dire que c'est un point lumineux assez intense. Et puis, si vous avez une tige qui est un peu lointaine, par exemple celle-ci, vous avez un point ici qui va être faible. Donc vous avez une succession de points lumineux, mais d'intensité très variable, et c'est ça la diffraction par le quasi-cristal, qui est cet ensemble de points que j'avais dessiné au départ en rouge et en rouge tout simplement. La diffraction, je les ai mis aussi en rouge. Donc voilà l'exemple d'une figure de diffraction. Alors, bon, c'est un peu plus compliqué que ce que je vous ai dit un peu au début. Dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Enfin, les gens qui ont étudié les quasi-cristaux ont utilisé des méthodes comme ça, et simplement, au lieu de partir d'une figure comme celle-là, et puis de prendre dans un ensemble d'un pavage de carrés une bande, ils sont partis dans des espaces de dimensions beaucoup plus grandes. Ici, vous avez deux dimensions, c'est-à-dire celle-là et puis celle-là. Vous ne pouvez pas prendre 2, mais vous pouvez prendre 6 dimensions, par exemple. Et puis, si vous envoyez ça sur une droite, donc c'est à une dimension, au lieu de vous envoyer 6 sur 3 dimensions, et vous avez un quasi-cristal. Et vous pouvez raisonner, après le raisonnement que j'ai fait sur la diffraction, vous pouvez faire un peu le même, et vous avez comme ça la façon dont les gens ont traité les quasi-cristaux. Alors pour finir, pour vous dire que est-ce que les quasi-cristaux c'est naturel? Par les temps qui courent, c'est toujours important d'avoir quelque chose qui soit naturel. Oui, il y a des quasi-cristaux naturels. Ça a été trouvé justement par Paul Steinhardt, dont on parlait tout à l'heure, qui a trouvé, enfin, c'est pas lui qui l'a trouvé, mais qui a fait un peu la promotion de cette découverte, de gens qui ont trouvé un échantillon en Russie, une roche, dans lesquelles il y a des tas de choses. Alors ça, je n'ose pas le prononcer. Je pense qu'en français, ça ne doit pas s'écrire comme ça, d'ailleurs. Et puis, donc, il y a un certain nombre de métaux là-dedans. Il y a du cuivre et de l'aluminium. Et il y a un endroit où il y a un mélange de métaux avec de l'aluminium. Il y a 63% d'aluminium, 24% de cuivre, 13% de fer. Et ce métal-là est un quasi-cristal. Donc c'est quelque chose de naturel. Alors en fait, ça vient d'une météorite. Alors on ne sait pas comment ça s'est formé.
Ça s'est peut-être formé, c'est une hypothèse personnelle ça s'est peut-être formé en s'échauffant dans la traversée de l'atmosphère et en se trouvant trempé rapidement. Quand je dis trempé, ça ne veut pas dire que c'est mouillé, ça veut dire que c'est refroidi très vite. Donc au moment où c'est arrivé sur le sol. Donc il y a des exemples de quasi-cristaux naturels. Alors pour conclure, je vais revenir aux deux théorèmes dont j'ai parlé tout à l'heure. J'avais insisté sur ces deux théorèmes. Si on répète régulièrement un motif, donc la périodicité, il est impossible d'avoir une symétrie pentagonale ou décagonale. Et puis il y avait un deuxième théorème, c'est que la périodicité entraîne la présence de tâches ponctuelles pour la diffraction, ce qu'on appelle dans notre jargon les tâches de Bragg. Alors j'avais une conclusion tout à l'heure que j'avais appelée hâtive, qui était qu'il ne pouvait pas y avoir de tâches de Bragg avec une symétrie pentagonale ou d'ordre 10. Et puis on avait vu qu'il y en avait en fait. Alors en fait, la bonne conclusion, c'est qu'il ne peut y avoir de symétrie pentagonale ou décagonale dans des structures périodiques. Vous voyez qu'il y a une subtilité. Et non dans les diagrammes de diffraction formés de tâches de Bragg. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tout simplement, on a ces théorèmes-là, mais que la périodicité est une condition suffisante, mais non nécessaire pour la présence de tâches de Bragg. Vous vous rappelez, quand vous étiez au lycée, on vous a souvent parlé de conditions nécessaires et suffisantes. Vous voyez que c'est une subtilité sur ce point. Et c'est instructif de voir que des gens comme Pauling, par exemple, qui était quand même quelqu'un de valeur. Hein. J'ai dit un peu de mal de Pauling tout à l'heure, mais c'est quand même un grand savant. Hein. Que des gens comme Pauling se sont fait un peu avoir sur cette subtilité entre conditions nécessaires et conditions suffisantes. Alors, il y a eu une conséquence de tout ça, c'est que la cristallographie est régie par un organisme qu'on appelle l'Union internationale de cristallographie. Et cette Union internationale de cristallographie a changé la définition du cristal. Donc la définition du cristal, maintenant, c'est devenu solide présentant une diffraction formée de tâches de Bragg, alors qu'avant, la définition, c'était solide présentant un motif périodique. Et alors ça, l'avantage de ce changement, c'est que ça inclut les quasi-cristaux dans la définition de la famille des cristaux, et en particulier, on parle de cristaux apériodiques. Voilà, je vous remercie.